Tout ce que vous avez dit étant vrai, c'est mon véritable prénom, je suis vraiment tout ce que vient d'être dit. Euh, J'aimerais qu'on aborde ensemble une question qui me tarabusque, en particulier parce que je fais partie de cette race assez étrange de sociologues dans l'entreprise. Et depuis 17 ans, j'ai la chance d'accompagner des grandes entreprises avec une affinité mutualiste dans nos clients, étrangement, autour de questions de transformation sociétale. Il y a aujourd'hui une transformation équivalente à ce que vous avez vécu et qu'on a beaucoup appelé la transformation digitale, une technologie extérieure à nos manières de faire, à la fin des années 90, vient obliger l'ensemble de l'entreprise à se transformer. Aujourd'hui, une nouvelle partie prenante rentre dans l'entreprise et l'oblige intégralement à se changer. Cette partie prenante, c'est la société civile, qui vient vous demander plein de choses, qui a plein de problèmes sur lesquels il faut travailler. Et ce que j'ai vu néanmoins dans les 17 dernières années, c'est des réactions de la part des entreprises qui n'allaient pas toujours dans ce sens-là. Et la question que je me posais, c'est est-ce que l'entreprise est en soi une maladie pour la planète? Et alors bien sûr, dans la phrase « l'entreprise est-elle en soi une maladie pour la planète ?», l'accent il est mis sur les petits mots du milieu, les mots « en soi ». Et alors, en soi, ça veut dire consubstantiel de son être, ça veut dire par nature. Ça veut dire incorrigiblement. Ça veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'entreprise, incorrigiblement, qui la rend incompatible avec le milieu dans lequel elle opère, c'est-à-dire la société? Ça, c'est la question que je voudrais qu'on se pose aujourd'hui. Et on va le faire au travers du cadre, qui est le seul cadre que moi je peux donner, qui est cette sociologie de l'imaginaire. Et je vais répondre à la question tout de suite, mais qu'est-ce que c'est la sociologie de l'imaginaire? Parce que je l'ai à chaque fois, donc voilà. La sociologie, donc déjà c'est une vraie chose, ça existe. Non, je ne l'ai pas inventée, même si j'aurais vraiment voulu. C'est une étude qui naît au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, qu'un monsieur français qui s'appelait Gaston Bachelard, qui était épistémologue, donc qui réfléchissait sur l'esprit scientifique. Et à côté de ça, il avait un travail sur l'imagination. Et il se rend compte que l'esprit scientifique et l'imagination sont connectés et que les scientifiques ont des intuitions, des intentions, ils errent, ils se perdent, c'est par des rêveries que leur viennent la résolution des problèmes. Et donc il maille ce travail sur la production de l'esprit scientifique du XXe siècle avec la question de l'imagination. Et par cascade, on a produit une sociologie de l'imaginaire après cette philosophie de l'imaginaire. Et à quoi ça sert, la sociologie de l'imaginaire? C'est quoi le prisme de la sociologie de l'imaginaire? Alors déjà, je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que c'est que la sociologie, parce que même mes amis ne le savent pas, et je passe un nombre de dîners absolument incroyable à répondre à la question « Mais alors tu sais sociologue, mais mais ton métier sinon c'est quoi ?» Je suis sociologue. Oui, mais pour payer ton loyer, ton véritable métier c'est quoi? Je suis vraiment sociologue, c'est ce qui paye mon loyer. Ah bon, ah bon, alors vous faites quoi? La sociologie, c'est une pratique, c'est pas une science, c'est une pratique dont le but est de faire deux choses. D'abord, étudier l'énigme du lien social. Pourquoi les humains ils font des trucs ensemble alors qu'ils pourraient très bien les faire chacun dans leur coin? Et ensuite, la nature du lien social. Pourquoi on fait ça ensemble plutôt qu'autre chose? Pourquoi on va produire de la guerre? Pourquoi on va produire des organisations internationales? Pourquoi on va faire de la famille? Pourquoi on va faire du politique? Pourquoi on va faire du politique bipartisan et pas 3, 4, 5 partis? Pourquoi on va faire de l'être ensemble, des soirées, du contact avec du corps, des entreprises? Toutes les formes de l'être ensemble, c'est ça la socio. Et vous vous rendez compte que le phénomène humain il est bien vaste, et un sociologue aujourd'hui, il ne peut pas comprendre tout ce truc-là. Donc en fait, par modestie, on se recoupe dans des petites chapelles, et puis vous avez un sociologue du religieux, qui est déjà un vaste sujet, un sociologue de la famille, un sociologue de la santé, un sociologue du corps, un sociologue des soirées, un sociologue etc. Et l'imaginaire, c'est un de ces champs. C'est quoi comme champ? C'est un champ qui essaie d'apporter un mode de réflexion sur toute la partie humaine qui n'est pas la partie rationnelle. Et nous, notre conviction, c'est ce qui maintient la société ensemble, ce n'est pas la partie rationnelle. C'est la partie officieuse, non dite. Je vais vous donner quelques exemples. Rien ne tient plus une société ensemble que des logiques de promesses, par exemple. Et vous pouvez le voir même dans les petites communautés. Je t'ai promis ce truc, ah bon, d'accord. Est-ce que vous êtes sûr qu'une promesse, elle sera tenue? Non, pas du tout. Une promesse peut ne pas être tenue. Mais les gens avec qui vous avez des relations fortes, c'est des gens avec qui il y a des promesses suspendues. Et donc, il y a une logique irrationnelle, apparemment irrationnelle, mais qui en fait crée du lien. Un autre exemple, le désir. Le désir n'est pas l'accomplissement. Vous savez que quand l'objet de désir se trouve accompli, il perd la moitié de sa valeur. Ça marche pour les nouveaux iPhones. Si vous les touchez, vous enlevez le blister et il tombe à moitié.
Puis pour certains, ça marche pour les compagnons, les hommes, les femmes. Ça y est, je te possède. Oh, tu perds tout le monde. C'est pas grave, grâce à Tinder, je vais trouver la prochaine personne que je désire. Et Tinder, c'est une économie du désir, c'est pas une économie de la rencontre. Peut-être que le prochain que je vais swiper, etc. On ne sait jamais. Le désir, ça tient la société ensemble. J'ai envie de faire un truc. Rien n'est plus fort que l'envie de faire un truc. La confiance, c'est un truc qui vous impacte fortement. Nous, nos clients, assureurs, bancaires, nous disent « Ah, mais nous, on a une crise de la confiance relation client, etc. » Et on leur demande « Et comment vous travaillez sur ça ?» Bon, on fait des contrats. Ah, ok. Le contrat, c'est quoi? Le contrat, c'est quelque chose qui fait que quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, si la personne trahit la relation, vous pouvez faire intervenir un tiers pour l'obliger à obtempérer. C'est l'exact inverse de la définition de la confiance. La confiance, le pacte, c'est le fait que quelqu'un puisse trahir et ne le fasse pas. Et la relation de confiance, c'est ce qui fait que vous êtes en relation avec quelqu'un dans ce côté chaud, un peu immatériel comme ça. Il y en a plein. La question de la foi. La foi, c'est structurant pour la société. Si je te prouve que mon Dieu existe, tu n'as plus besoin d'avoir la foi. La foi, c'est justement que tu ne peux pas me prouver que. Alors je vais croire. Et puis mon préféré, la question de l'espoir. L'espoir, c'est la structure absolue de la société. S'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de construction. Mais par contre, l'espoir est l'inverse de la certitude. L'espoir, c'est on jette un caillou et on y va, on tente un truc, ça se trouve, ça passe. Et la structuration de la vie en société, elle est basée sur ça. Vous faites des promesses, vous avez du désir, il y a de l'espoir, il y a de la foi, on tente des trucs, etc. Le risque, c'est la même chose. Il y a 2 jours, un ami à moi me racontait ça, mais je pense que ça... Est-ce que vous faites ce truc de... quand vous êtes chez vous et que sur la table du salon, il y a plein de trucs, des piles, des assiettes, et vous devez la ramener à la cuisine, et vous prenez tous les trucs, et vous en prenez un tout petit peu trop, vous vous dites, je vais le faire en un seul chemin. Et il y en a trop, ça vacille, etc. Le salon, la salle à manger, il y a 2 mètres, 3 mètres. Vous pouvez faire 2 allers-retours, mais vous n'allez pas le faire. Vous allez prendre tous les trucs, vous faites un petit pari dans la tête. Si ça se trouve, j'y arrive, je vais faire ce truc. Et vous prenez les machins, et vous le posez sur la table du salon, vous dites, j'ai réussi. Comme s'il y avait un enjeu énorme de sauver l'humanité en amenant... Vous faites ce truc-là, non? Parce que moi, j'ai réalisé, quand mon ami avait dit que je le faisais aussi. Ce petit risque-là, là-dedans, il y a de la vie. Si je vous dis, quand est-ce que vous vivez dans les grands moments institutionnels? Moi, vraiment, le moment où j'ai mis mon vote, etc., j'étais là, j'ai mis mon vote, j'ai vraiment vécu ce truc. Non, pas du tout. Vous vivez lorsque vous avez parlé à quelqu'un, mais tu vois lui, mais son programme, pas du tout, machin, la NUPES, le marchand en marche, etc. Là, vous vivez. Quand vous prenez vos assiettes, et qu'il y en a trop, et qu'il y a le risque que ça s'effondre et que vous allez dans la cuisine, on vit. C'est marrant, hein? Les êtres humains. Partie rationnelle, la partie symbolique. Donc pour comprendre cette partie-là, il y a la sociologie de l'imaginaire. On essaye de comprendre ce qui fait société, non pas par l'officiel, le rationnel, ce qui est dit, ce qui est montré, ce qui est su, mais par l'officieux, le caché, le non-dit, le promis, le désiré, le cru. Toutes ces choses qui sont en fait le fondement de la question de la société. Donc c'est avec ce prisme-là qu'on va aborder cette question. Est-ce que les entreprises sont en soi une maladie pour la planète? Parce qu'il y a un truc qui fait que c'est incorrigible. On ne pourra pas le changer. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est sympa de me dire ça, mais pourquoi vous mettez l'entreprise dans ce truc-là? Parce qu'il y a des soucis, 6e extinction de masse, crise climatique, etc. Mais pourquoi l'entreprise? Tout simplement parce que l'entreprise est au cœur de ce sujet. Parfois, à l'encontre d'elle-même. Robert Monks, c'était un régulateur des années 90. Cette capture, elle vient d'un film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle The Corporation, qui est un film pré-crise de 2008, qui essaie de me parler, montrer comment est-ce qu'a évolué l'entreprise dans le temps. Et il raconte une anecdote incroyable. Il dit, j'allais voir des gens que je connaissais, dans ma capacité de régulateur, qui était une usine qui produisait du papier. J'arrive dans la ville, je vais dans l'hôtel, je monte, je m'endors. Au milieu de la nuit, je me réveille, mes yeux rouges de sang. Je descends, je vais voir le concierge, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Mes yeux piquent, pourquoi? Il dit ah mais monsieur Monks, vous avez ouvert la fenêtre. Oui, j'avais chaud, j'ai ouvert la fenêtre. Ah mais surtout pas, ouvrez pas la fenêtre, la rivière est polluée. Comment ça la rivière est polluée? Mais tout le monde le sait. Pourquoi la rivière est polluée? Parce que les gens de la fabrique de papier, ils balancent leur eau à l'intérieur de la rivière, tout le monde le sait. Et Robert Monks dit c'est impossible. Je connais toutes les parties prenantes de cette entreprise. Je fais partie du board. Leurs enfants jouent dans la rivière. C'est toutes des bonnes personnes. Aucune de ces parties prenantes ne voudrait polluer la rivière. Et néanmoins, la rivière était polluée. On a produit quelque chose qui part d'eux vers nous, comme une balle qu'on a lancée, une inertie de la culture, détruit le milieu sur lequel on est assis. Et il dit, c'est comme si on avait créé une machine infernale. Dans la recherche pour la richesse et la prospérité, on avait créé quelque chose qui était en train de nous détruire. Aujourd'hui, dans les 17 années que j'ai passées à parler à des dirigeants, des d'entreprises, je n'ai jamais rencontré un seul salaud. Dans une vingtaine de pays. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais jamais. J'ai rencontré des gens mal informés, qui n'avaient pas l'accès à la connaissance, à qui on demandait de réagir trop vite,
qui prenait des décisions sur la base de data très froides, avec des externalités sur lesquelles il travaillait très fort pour ne pas avoir à s'en mêler. Donc le problème, ce n'est pas est-ce que les gens sont méchants. Le problème, c'est est-ce que les structures que les humains ont construites œuvrent sans s'en rendre compte contre ce que les humains veulent pour survivre. Donc la question, c'est celle que Paul Valéry disait quand dans les années 30, à la fin des années 30, il écrivait le bilan de l'intelligence. Je pense qu'il faut le faire tous les 100 ans, ce bilan, pour voir si on a avancé. Il lui disait, maintenant, pour nous, il faut savoir si l'esprit humain pourra surmonter ce que l'esprit humain a fait. On a produit des institutions, on a produit des organisations, et d'une manière assez étrange, ces institutions et ces organisations jouent une partie contre nous-mêmes. Nous-mêmes étant les âmes qui manipulent, qui animent de l'intérieur des organisations. Voilà la raison pour laquelle je ramène les entreprises dans ma question. Après, vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est quand même pas sympa. On nous a promis qu'on allait se marrer et que ça allait être un truc cool. Donc, est-ce qu'il y a de l'espoir là-dedans? Bien évidemment, il y a de l'espoir. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Et pour vous raconter l'espoir, je vais vous raconter un truc qui m'a beaucoup touché. J'ai excavé mes cours je sais plus, ça s'appelait la licence à l'époque. J'étais en licence. Et vous savez, en sociaux, on vous apprend plein de trucs inutiles et fantastiquement beaux. Notamment un truc avec ce monsieur qui était mon professeur et qui s'appelait Jacques Goldberg, qui était un éthologue. Et les éthologues, c'est des gens qui travaillent sur les comportements des animaux. Et alors lui, c'était un spécialiste de tout un tas de trucs formidables comme les pinsons, les perroquets, les fourmis et les termites. Et donc à chaque fois qu'on avait un cours avec Jacques Goldberg, on savait qu'on allait apprendre un truc incroyable sur pourquoi les pinsons font des nœuds sur leur nid, ce genre de choses. Et sa véritable fascination, elle était pour les termites. On peut dire que Jacques Goldberg était un termitologue. Et Jacques Goldberg, il s'est posé une question qu'aucun autre termitologue au monde ne s'était posée. Et c'est pour vous montrer que le monde, il y a encore des trucs à faire, quoi. Il s'était dit, vous savez comment ça marche les termites? Ces petites bêtes, plusieurs centaines de millions d'années d'évolution, on est une toute petite espèce à côté, on est très très jeunes, ils sont très 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 anciens. Petites bêtes avec des mandibules et elles vont aller gratter à l'intérieur d'une matière, du bois, pour aller l'excaver, produire des galeries afin de construire la termitière. Donc ça vous voyez, vous avez vu les trucs avec David Attenborough, il parle des termites, ok. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la termitière prospère, plus le nombre d'individus augmente dans la termitière. On est d'accord? Plus le nombre d'individus augmente dans la termitière, plus l'activité des termites accélère. On est d'accord? L'activité des termites, c'est de creuser des trous dans le bois. On est d'accord? Et Jacques Goldberg s'arrête un jour et dit « Pourquoi les troncs d'arbres ne s'effondrent pas sur les termites ?» C'est une question de génie, non? Puisque la prospérité des termites, c'est de détruire leur propre habitat, pourquoi l'habitat ne s'effondre pas sur l'espèce si on couple la prospérité de l'espèce avec la destruction de l'habitat? Alors il s'assoit, il demande à ses amis termitologues, il était dans un réseau de termitologues, alors tu sais pourquoi? Mais non, j'avais jamais pensé. Bon. Il cherche, il y a plein de termites, et il trouve cette réponse extraordinaire, qui s'appelle l'effet de Goldberg. Comme quoi c'est bien fait. Quand vous découvrez un truc super et que vous pouvez le nommer, je cherche l'effet de Dandrieux, peut-être un jour, je ne sais pas. L'effet de Goldberg. Et qu'est-ce que c'est l'effet de Goldberg? Eh bien, lorsque les termites creusent, et en creusant, elles produisent du bruit, ça crée de la vibration. Et dans leur mandibule, elles ont un petit capteur. Et ce capteur se rend compte du moment où le tronc dans lequel elles creusent arrive dans un état de métastabilité. Ça peut peut-être vaciller, peut-être ça peut s'effondrer. Cette vibration particulière a été enregistrée au niveau de l'espèce. Et la termitière, composée de spécimens, qui ne communiquent pas nécessairement à ce moment-là entre eux, ralentit son activité. Au moment où les termites sont sur le point de détruire leur propre environnement, elles ralentissent leur activité. Ça s'appelle une vibration d'alerte. Elles ont développé ça au niveau de l'espèce. Donc vous voyez où je veux en venir? Est-ce que la multiplication des certifications, Bicorp, les transformations réglementaires, l'entreprise à mission, la fondation industrielle en Scandinavie, les entreprises possédées par des fondations déclarées d'utilité publique en France, comme c'est le cas par la société Pierre Fabre, par exemple, le travail de l'ISSB sur la comptabilité extra-financière qui va vous impacter dès l'année prochaine, est-ce que ce n'est pas la vibration d'alerte, ça? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait qu'on sait qu'on est en train de casser le tronc dans lequel on existe? Et après, vous allez me dire, oui, mais les termites, quand même, qu'est-ce qu'elles font après quand elles ont ralenti? Est-ce que c'est la décroissance de la termitière? Alors non, les termites, elles ne font pas ça. Elles partent et elles vont chercher. Quelqu'un m'a dit ça m'a beaucoup fait rire. Il y a le Elon Musk des termites qui sort et qui dit, regardez, on va aller sur le tronc Mars, là-bas, oh génial. Et ils construisent des fusées et toutes les termites vont de l'autre côté. Voilà. Bon. Elles vont dans le tronc B. Nous, on n'a pas de tronc B. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette vibration d'alerte? C'est ma réponse à la deuxième question que vous ne m'avez pas posée. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et la réponse est oui. Il me semble
qu'il y a une vibration d'alerte. Donc voilà pourquoi est-ce que j'amène les entreprises à l'intérieur de mon questionnement, et voilà pourquoi est-ce qu'à mon sens, il y a une vibration d'alerte. Néanmoins, la question qui nous est posée par l'anthropologie, c'est celle de savoir si, conscient des effets de la déprédation que nous produisons sur notre propre milieu, on sera capable d'agir en ressentant les effets, ou alors d'agir donc par anticipation, ou alors, comme il semble qu'on le fasse très régulièrement, par posticipation. C'est une fois que le truc est niqué qu'on se dit « Ah bah tiens, on avait bien vu que ça allait arriver. » quoi. C'est Philippe Descola qui nous dit ça, professeur au Collège de France, qui a écrit ce fantastique livre en 2005 qui s'appelle « Par-delà nature et culture », où il prouve que la nature est une invention du XVIIe siècle européen. Peut-être ce décalage est-il propre à la nature humaine, mais il y a de quoi s'interroger. Donc ça, c'est la question qui nous reste à résoudre. Est-ce qu'on est capable d'avancer? Et pour comprendre, il faut savoir si l'entreprise est en soi une maladie pour la planète ou si l'entreprise d'aujourd'hui, avec nos manières de faire, la relation client telle qu'on la vit, la manière de faire de la publicité, est un danger pour la planète. Celle-là, mais qui pourrait changer. Pour comprendre ça, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps et on va avoir une petite histoire naturelle de l'entreprise. On va se balader pour voir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle s'est changée et son futur, avec vous, ce qu'elle fera. Alors bien évidemment, chez nous, tous les moments d'histoire commencent chez les Grecs. Donc ça me ramène à nos cours de philo. Il y a la moitié de la classe généralement qui disait « Oh non », l'autre qui dit « Chouette, on y revient ». On n'osait pas le dire avant. Pour Aristote, et ça c'est quelque chose qui m'a, quand on a revu ça, ça m'a beaucoup touché, pour décrire l'échange d'argent et la gestion de ces flux financiers, il y a deux mots. Il y a deux mots. Il y en a un que vous connaissez très bien, l'économie. Ça veut dire quelque chose, l'économie. L'économie, c'est oikos plus nomos. Ça veut dire la loi de la maison. Et un deuxième mot, vous avez probablement jamais entendu, la crématistique. Ça veut dire quelque chose, la crématistique? Ça, crématistique. Vous savez, la faillite de la cité, disait Platon, intervient avec la fraude aux mots. C'est le moment où on vous enlève des mots et vous ne pouvez plus décrire les choses. Donc nous, la gestion de l'argent, on a un mot, économie. Et parfois, on parle d'économie faillitaire. Ça ne marche pas. Crise de 2008, crise de 29, la crise pétrolière. C'est une économie faillitaire. Et Aristote dit, mais pas du tout. Il n'y a pas d'économie faillitaire. Puisque l'économie, c'est la bonne gestion des ressources de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie, c'est avoir assez pour pouvoir, l'hiver, ouvrir la porte, accueillir un étranger, lui donner quelque chose, sans mettre en danger les gens qui sont à l'intérieur. C'est ça l'économie. L'économie, c'est pouvoir échanger avec les gens qui sont à côté. Quelque chose qu'on a en surplus sur quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça l'économie. Sans mettre en danger le lieu dans lequel on a produit notre surplus et le lieu dans lequel il a produit ce qu'on n'a pas. C'est ça l'économie. Mais il y a une deuxième chose qui s'appelle la crématistique, c'est l'art d'acquérir la richesse. Quels que soient les enjeux. Et nous, aujourd'hui, on dit économie faillitaire. Mais il n'y a pas d'économie faillitaire, puisque l'économie, c'est le bon art de gérer. Ça veut dire que l'économie et la crématistique, c'est deux choses différentes, et que nous appelons économie tout ce qui passe. Sans voir qu'en fait, il y a des types de relations avec l'argent qui s'appellent de la crématistique. Mariana Mazzucato, qui est une économiste italo-américaine, italo-anglaise, elle appelle ça financial economy, l'économie financiarisée. Finance, finance, finance. Ça s'appelle la crématistique. Donc pour commencer notre petite histoire de ce que c'est que l'entreprise, rappelons-nous qu'il y a deux moyens de travailler avec l'argent. Un moyen qui est bon parce qu'il permet de continuer à travailler avec l'argent, et un moyen qui est à tout prix pour travailler avec l'argent. Ça, c'est le premier point. Et là, on n'a pas encore d'entreprise. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce qu'elles naissent, les entreprises? Les entreprises, elles naissent sous la République romaine, sous deux formes qui s'appelaient des societas. Ça vous dit quelque chose, la société. Regardez le mot, 2200 ans. Qu'est-ce que c'était que ces societas? C'était deux formes. La première, des gens qui étaient associés, qu'on appelle aujourd'hui un partnership, c'est-à-dire qu'au moment où une personne s'en va, le partnership est dissolu, et donc ce qui est au milieu n'existe pas. Et un deuxième type qu'on appelle aujourd'hui la corporation, qui à l'époque s'appelait la Societas Publicanorum. Et la Societas Publicanorum, c'était un centre chaud qui exerçait une tâche régulée par la République et ensuite par l'Empire, autour desquels il y avait des gens qui travaillaient, qu'on appelle les publicains. Je vous donne un exemple. À un moment donné, l'Empire n'avait pas les ressources pour frapper les pièces de monnaie. On va le déléguer à une Societas Publicanorum qui a des machines, des capacités, des esclaves, il se trouve, des manières de faire, etc. et qui publie ces pièces. À l'époque, il n'y avait pas de start-upers. Il n'y a pas de gens qui se lèvent le matin et qui se disent « j'ai une super idée, on va livrer les courses des gens en moins de 10 minutes,
ça va être fantastique, et ça va passer. Ça va nous permettre de créer des dark stores, de précariser l'emploi. Mais ça, c'est pas grave, parce que je vais me faire récupérer beaucoup de sous de la part des VCs. Il va y avoir un panier de crabes, et dans 4 ans, ils seront asséchés, et celui qui restera pourra précariser encore plus les emplois, augmenter les marges. Ça n'existait pas, ça, à l'époque. La République venait vous voir en disant « Toi, tu es un publicain, je te donne le truc de construire un pont parce que c'est pour l'harmonie de la cité. » Ok, je le fais. Donc à ce moment-là, l'entreprise, dans sa première forme, elle est très fondamentalement encastrée à l'intérieur de la vie sociale. On parle d'encastrement entre la vie économique et la vie de la société. Il n'y a pas d'économie qui se désencastre, parce que les Romains savaient que ça s'appelle la crématistique, et que ce n'est pas le même art. Ça veut dire quoi? Que la société publicanorum, c'était cette exception qui naît au moment, donc il y a 22 siècles, grosso modo. Et puis elle fait son petit bout de chemin, la société publicanorum, jusqu'au moment où elle découvre quelque chose d'extraordinaire, qui s'appelle la responsabilité limitée. Vous n'avez jamais posé la question de savoir ce que c'est que la responsabilité? Là, ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle la personnalité morale. C'est quoi la personnalité morale? C'est le fait qu'une structure humaine peut être poursuivie en justice, peut être condamnée, mais qu'elle n'a pas de corps. Donc en fait, quelle que soit la condamnation, dans le fond, elle s'en fout. C'est l'invention de la Societas Publicanorum et l'invention de la personnalité morale, grosso modo. Ce qu'invente la East India Company, la Compagnie des Indes, en 1600, tout début du XVIIe siècle, c'est la responsabilité limitée. Pourquoi? Parce que vous avez des Anglais qui produisent une entreprise en Angleterre qui va aller sévir de l'autre côté du monde, produire énormément de pertes et déléguer cette perte dans la communauté indienne, tout en jouissant des bénéfices qui sont produits de l'autre côté. C'est comme si, grosso modo, vous aviez une termitière qui allait détruire l'habitat des fourmis et rentrer chez elle tous les soirs pour récupérer les bienfaits. Donc vous produisez de la perte quelque part et vous déléguez cette perte à l'extérieur et vous n'en ressentez absolument jamais les bienfaits, les méfaits. Donc c'est de l'externalité négative non maîtrisée. Et c'est l'invention de l'externalité négative non maîtrisée. Et le Royaume uni ne serait pas ce qu'il était à ce moment-là si pendant 250 ans, la Société des Indes n'avait pas sévi en Angleterre, enrichi le Royaume-Uni, et ensuite ça a été rendu public pendant 90 ans. Donc ça, c'est le moment très important de l'invention de la responsabilité limitée. Et puis ensuite, il y a un autre mouvement assez intéressant où on a une fonction inverse. Avec le machinisme dans le 19e siècle, on invente la philanthropie, parce qu'on invente les grandes fortunes économiques. Des gens qui font tellement de sous quand ils ne savent pas quoi en faire. En 1849, il y a un monsieur qui s'appelle Titus Salt, en Angleterre, qui est l'un des premiers grands riches, dont la richesse provenait du millet, qui, il se trouve, fait face, avec les gens de sa ville, à Bradford, en Angleterre, à une épidémie de choléra. Et c'est doublement embêtant parce que ses clients et ses travailleurs meurent. Donc il se rend compte que c'est un problème pour son business. Et donc il se dit, je vais investir économiquement de mon immense fortune pour résoudre le problème. Il construit un système d'égouts, il construit des hôpitaux, il fait de la recherche, il construit une ville particulière très aérée à l'extérieur de la ville, comme ça les gens se croisent moins, donc il y a moins d'infections, et ça marche mieux. Ce monsieur est encore considéré de manière très belle à Bradford, qui lui ont entre-temps érigé une statue. Ça veut dire qu'il a inventé la responsabilité de ceux qui composent le capital à l'égard de ceux qui vont le produire. La responsabilité du capitalisme envers la force de travail. Et cette invention de la philanthropie se déplace jusqu'aux États-Unis avec un monsieur que vous connaissez probablement, qui s'appelle Andrew Carnegie, qui est connu pour avoir fondé plus de 1000 bibliothèques aux États-Unis, et qui écrit un tout petit bouquin dont je vous recommande la lecture, ça fait 15 pages, qui s'appelle « L'Évangile de la richesse ». C'est magnifique. L'évangile de la richesse. Alors c'est quoi l'évangile de la richesse? C'est de considérer que les gens qui ont des sous ne sont pas dans un système de droit vis-à-vis du système dans lequel ils ont prélevé l'argent, mais dans un système d'obligation vis-à-vis du système dans lequel ils ont prélevé l'argent. Donc là, il y a l'apparition de quelque chose qui pourrait encore aujourd'hui mettre tous les capitaux de l'entreprise, et je ne parle pas uniquement de capitaux économiques, le capital de l'entreprise, c'est du désir, c'est de l'envie de faire, c'est de la libido, c'est de l'être ensemble, c'est de la culture, ça c'est des capitaux. On peut appeler les capabilités si vous voulez. Mais aussi les capitaux économiques. À un moment donné, il faut aligner un truc pour faire de la recherche. Mettre tout ça dans la perspective de la résolution de problèmes de société. Et là, on se dit qu'on est bien parti. La révolution industrielle, la décroissance du coût de production des objets, c'est le progrès. Tout va aller mieux, ça va être super tard. Bon, voilà, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais c'est pas grave, parce que dans les années 70, une nouvelle doctrine apparaît qui s'appelle la doctrine friedmanienne.
Vous connaissez la doctrine friedmanienne? Si vous ne connaissez pas Milton Friedman, ce n'est pas grave, mais vous allez voir que vous êtes très familier de son principe. En 1970, Friedman sort un bouquin, Prix Nobel d'économie, ainsi qu'un article dans lequel il explique de manière extrêmement simple que seuls les individus ont des responsabilités, les entreprises ne peuvent pas en avoir puisqu'elles sont désincorporées. Les entrepreneurs qui disent que d'autres entreprises, pour avoir des responsabilités, sont en fait des pantins, des forces intellectuelles. C'est moi, les forces intellectuelles. C'est Inès, et nous, on essaie de faire avancer les choses. Non, mais nous, on est des manipulateurs. La véritable force, c'est l'économie. C'est elle qui soutient le monde, qui va ébranler la base de la société civile de ces dernières décennies. Et Milton Friedman continue en disant « Le seul but des entreprises, c'est d'enrichir les possesseurs du capital. » Et vous dites « Oh, il était méchant. » Pas du tout. C'était quelque chose, c'était une doctrine. C'était il y a 50 ans, il y a 52 ans. C'était tout à fait normal. Alors il y a des gens qui se sont opposés à lui, bien sûr, il y a des courants économiques qui sont construits à côté, mais ce monsieur était très 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 important. Ça veut dire qu'on est passé d'un moment où on s'est dit les possesseurs des capitaux étaient dans des logiques d'obligation par rapport au marché, à des gens qui se retrouvent dans des logiques plutôt de droit, de prélever le marché. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imaginaire entrepreneurial change. Une entreprise, ce n'est pas une chose. Une entreprise, ça a été tout un tas de choses. Et si on s'assoit sur une chaise et que je vous dis, alors, qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Vous allez me dire quelque chose. Et si je reviens dans 10 ans, et je vous dis, alors, qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Vous allez me dire une toute autre chose. Et si je vous passe l'enregistrement d'il y a 10 ans, on me dira, oh, c'est marrant, on dirait pas ma voix, ça ne me ressemblait pas, je pensais vraiment à ça, etc. Mais les deux fois, ce que vous allez dire va vous sembler absolument évident. Donc, mon travail, aujourd'hui, ici, c'est d'arriver à vous faire rendre compte de ce caractère désuet des évidences. Ce que vous pensez aujourd'hui comme étant absolument évident ne l'est pas. C'est quelque chose qu'on a dans la tête, un imaginaire. Et votre travail, c'est d'arriver à faire une espèce de pas de côté par rapport à ce que vous voyez et de le questionner. Tiens, est-ce que c'est évident? Pourquoi c'est évident? Est-ce que c'est parce que je l'ai répété assez de fois et que ça va continuer à être comme ça? Est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce qu'on peut le changer? Et je comprends que ce soit difficile parce que toutes ces idées que je suis en train de vous donner, à chaque fois qu'elles se déployaient, elles étaient vécues par les gens comme étant absolument évidentes. Et donc pour nous, qui la regardons aujourd'hui, on se dit, mais nous, ce qu'on vit nous, c'est évident. Donc je vous demande de vous battre contre vous-même. Et cet exercice, ça s'appelle le pas de côté anthropologique. C'est la seule manière de remettre en cause votre culture. C'est de la regarder comme s'il était un phénomène extérieur. Si on reprend notre fil, comment est-ce qu'une espèce peut mettre en danger le milieu sur lequel repose sa vie si ce que je viens de vous dire est vrai, à savoir que les humains ont produit des institutions et des organisations qui mettent en péril le milieu dans lequel les humains vivent. Je ne vais pas vous repasser la liste des crises qu'on est en train de traverser. Par contre, vous pouvez en voir les sources. Pourquoi est-ce qu'une espèce irait mettre en danger le milieu sur lequel sa propre survie repose? Vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Alors là, généralement, il y a des gens qui me disent oui, mais parce que nous, on est une espèce rationnelle, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Et donc là, on revient sur la foi, l'espoir, la sociologie de l'imaginaire. Si vous pensez que l'humanité est une espèce rationnelle, à ce moment-là, cette question ne se pose pas. Ça veut dire qu'on a tous un plan secret, mais qu'on en a un, et que la 6e extinction de masse correspond à un plan. Donc il y a vraiment des gens qui se sont dit c'est une bonne idée de faire ça. Et ces gens-là, je ne les ai pas encore rencontrés. Donc, comment une espèce pourrait-elle mettre en danger le milieu sur lequel sa survie repose? Il y a un monsieur, si on avait la capacité magique de voyager dans le temps, et qu'on se retrouvait en 1970, et qu'on lui posait la question, si on allait à Hawaï, au centre Est-Ouest, et qu'on s'arrêtait devant Gregory Bateson, un monsieur qui savait tout, un sociologue, un cybernéticien, un ingénieur, un psychanalyste, un psychiatre, il savait tout. Et là, sur la photo, il est avec sa fille Nora et un petit gibbon. Et le petit gibbon, il est en haut. Hein, parce que des fois, les gens confondent. Et si on lui disait, alors, Grégory, toi qui sais tout, pourquoi est-ce qu'une espèce irait-elle? Il dirait, attendez, moi je sais. Moi je sais. Et il le dit pendant cette conférence. Il dit, l'accumulation massive de menaces contre l'homme et ses systèmes écologiques découle directement d'erreurs dans nos habitudes de pensée. Il dit, vous avez des manières de penser, elles ne marchent pas, et c'est là le problème. Il dit, il n'y a pas de crise écologique. La nature, elle n'est pas en crise. La planète, elle a vécu des transformations sans aucune commune mesure avec ce que nous, on est en train de lui faire. Et dans nos fourmillements, elle se fiche fondamentalement de ce qu'on est en train de produire.
La seule crise qui existe, c'est une crise dans notre manière d'entrer en relation avec les choses qui nous entourent, et en particulier avec notre milieu, dont nous pensons que nous sommes détachés. Car l'environnement, ce n'est pas nous, puisqu'il nous environne. Les philosophes des années 60 disaient que ça n'a aucun sens de parler d'environnement. Ils vous constituent, environnement. Ils vous co-construisent. Et donc Gregory Bateson nous dit ce sont des erreurs dans nos habitudes de pensée. Et c'est pour ça qu'il construit un truc fantastique qui s'appelle l'écologie de l'esprit. Et si on veut résoudre la crise écologique, qui est la conséquence d'une crise plus haute, qui est une crise de la manière dont on pense, il faut résoudre la crise de la manière dont on pense. Et il liste 7 idées fausses qui prévalent dans notre civilisation. Et je les adore, donc à chaque fois je les donne parce que vous allez voir, normalement il y en a une ou deux que vous pensez ou que vous avez gardé sous le coude comme ça. La première, on est il y a 50 ans. Hein. On est il y a 50 ans. La première, il dit c'est nous contre l'environnement. C'est nous contre l'environnement. Vous savez, le rêve de Descartes, 1723, tout au début du XVIIe siècle, l'homme maître de lui-même et maître de la nature. Vous vous souvenez de ce truc ? Et il y a beaucoup de gens qui me disent à la fin des confs, ah oui, mais moi j'adore l'environnement, d'ailleurs j'ai un jardin. Et tout. Ah oui, comment vous faites votre jardin ? Alors on a fait un terrassement, et puis on a construit des piquets, puis on a mis des trucs avec des carrés. Ah oui, donc ça c'est la nature, ça. Vous avez fait un terrassement, et vous avez aplati, vous avez mis des piquets. Ça s'appelle la domestication. Ah oui, merde. Et donc c'est vraiment nous contre l'environnement. C'est nous contre l'environnement. Il y a des pages fantastiques d'un petit livre dont je vous recommande la lecture qui s'appelle Manifeste pour une écologie de la différence par un philosophe français qui s'appelle Stéphane Hichem a fait ça. Et la première page montre une conférence de William James qui date du début de la fin du 19e siècle, dans laquelle James dit, puisqu'il y a moins de guerre, c'était vrai à l'époque, il y a des valeurs humaines qui disparaissent, notamment la robustesse, la hardiesse, l'héroïsme. Et ces valeurs, les humains l'aiment bien, donc on a dû se trouver un nouvel ennemi, et nous l'avons trouvé en la qualité de la nature. On va aller défoncer le jardin, déconstruire, raser les trucs, écrêter le paysage, etc. C'est nous contre l'environnement. Première fausse idée. Deuxième fausse idée, c'est nous contre les autres hommes. Quels qu'ils soient, on va construire des oppositions. Troisième idée, seul importe l'individu, mais c'est intéressant, hein, ou le groupe ou la nation en tant qu'individualisé. Créer de l'opposition. T'es pas de mon parti, t'es pas de ma communauté, t'en es pas de ma culture, t'en es pas de mes croyances, t'en es pas de mon truc, etc. Phénomène très fort de polarisation aux États-Unis. Vous savez que dans le dossier qui a été remis à Joe Biden lorsqu'il a pris sa présidence début de l'année dernière, il y a 2 ans, remis par le NIC, parmi les grandes menaces de son quadriennat, il y avait la polarisation de la société. Très difficile de passer de la réglementation lorsque les gens ne sont pas d'accord entre eux, parce qu'ils vont vous utiliser pour ne pas être d'accord, vote contre. Donc c'est l'individu, mais pas forcément la personne, le groupe, la nation en tant qu'individualisé. C'est moi contre toi. D. Nous cherchons à contrôler, nous pouvons contrôler unilatéralement l'environnement et nous devons chercher ce contrôle. Des exemples très bêtes. C'est pas grave qu'il ne pleuve pas à Dubaï du fait du réchauffement climatique. Il nous suffit d'envoyer dans le ciel des drones qui vont faire pleuvoir. Donc on a toujours la solution parce qu'on peut contrôler l'environnement. Même en essayant d'apporter des solutions qui ont été créées par des technologies qu'on a apportées qui produisent des problèmes auxquels on va essayer d'amener des solutions avec des technologies qui ne produiront pas de problème, bien sûr. Toujours. Nous vivons à l'intérieur de frontières que nous pouvons repousser indéfiniment. Je ne vous la fais pas celle-là, je pense que vous en avez conscience. F, le déterminisme économique obéit du sens commun. 1970, Milton Friedman, déterminisme économique. Et enfin, ma préférée, la technologie résoudra tous les problèmes. On a un partenaire très gros assureur mutualiste qui nous a dit on a un vrai problème de relation client. Ah ben c'est vrai, pourquoi ? Parce qu'en fait, la sensibilité, l'accompagnement, etc. Ah, c'est vrai. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? On va mettre en place un CRM. Ah oui, alors donc en fait vous avez un problème de relation humaine et vous allez rajouter une couche technique entre les gens, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord, ok. C'est pas mal hein, les CRM, mais est-ce que c'est là la solution de ton problème de relation client ? La technologie résoudra tous les problèmes. Donc vous voyez, toutes ces idées, on les manipule de manière très quotidienne. Peut-être que vous en reste une ou deux comme ça. Mais si vous les creusez, vous verrez que vous y adhérez. Ça, ce sont des erreurs dans nos manières de penser. Je vous en donne 2 qui nous ont touchés parce que je les trouve magnifiques. Georges Pompidou, il faut adapter Paris à l'automobile. C'est fantastique, non ? Et tout le monde dit oui, je reformule. Hein. Il faut adapter l'habitat humain à ces machines. Si je vous le dis comme ça, attends, peut-être pas. Peut-être que je... Pas envie, non. Pourquoi est-ce que mes machines doivent être mieux que moi dans la ville ? Adapter Paris à l'automobile. Et une autre qui me fait très peur, parce qu'elle est beaucoup plus actuelle, un entrepreneur américain, Hong Tong Tat, qui travaille sur les technologies de reconnaissance faciale et qui dit cette phrase fantastique. Aujourd'hui, pour moi, le choix, c'est pas reconnaissance faciale ou pas de reconnaissance faciale. C'est
mauvaise reconnaissance faciale ou reconnaissance faciale responsable. Et sa boîte s'appelle Responsible Facial Recognition, bien sûr. Donc, grosso modo, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. La question, c'est de savoir si c'est moi qui vais empocher les sous pour le faire. Donc, la dimension éthique, dégagée. Ça, c'est un récit qui s'appelle le récit possibiliste, qui nous provient de la côte ouest américaine. Tout ce qui peut être fait sera fait. Donc, autant que je le fasse moi. Même si c'est mal, même si c'est bien. Ce n'est pas le sujet. La question, c'est tout ce qui sera fait sera fait. Donc, autant que je le fasse moi. Une erreur dans nos manières de penser. Il y a une designeuse anglaise qui s'appelle Anab Jane, que j'aime beaucoup, qui travaille justement à montrer ce qui se passe lorsque vous mettez en place des systèmes comme ça. Elle a travaillé avec une mairie, la mairie d'Abu Dhabi d'ailleurs, je crois, à qui elle a dit, en 2050, l'air que vous respirez sera terrible. Les gens ont dit, ah bon, ok. Il faut mettre en place des politiques locales. Oui, on va plutôt investir dans la Smart City. D'accord. Elle est rentrée chez elle, elle a demandé à des chimistes de synthétiser l'air d'Abu Dhabi en 2050. Ensuite, elle a fait rentrer tous les mandataires de la ville dans une pièce. Elle leur a fait sentir l'air. Ils se disent, qu'est-ce que c'est cette atrocité? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'air ambiant en 2050 si vous continuez à investir dans la Smart City. Ah merde. Et là, ça fait réagir les gens. Elle a fait un truc avec les drones aussi. Elle demandait aux gens si on arrête toutes les violences dans votre quartier, donc vos enfants sont en sécurité, vos parents sont en sécurité, vous ne ferez plus jamais voler. Et pour ça, on met des drones partout. Qu'est-ce que vous dites? Et les gens disent oui, fin à l'insécurité et tout, parce que c'est à cause de lui, c'est lui, c'est les méchants, c'est les méchants. Pas de problème. Pendant une semaine, elle fait voler des drones partout avec des caméras. Je veux dire, à la fin de la semaine, les gens disent non, on va prendre un peu d'insécurité. D'ailleurs, j'ai été le voir, mon voisin que je ne connaissais pas, il est super sympa. Enlevez-moi ces drones là parce que j'en peux plus. Des idées et des erreurs dans nos manières de penser. Vous voyez ce que je suis en train d'essayer de faire? J'essaie de vous amener à vous déprendre de vos certitudes. Je ne suis pas en train de vous dire il faut faire ça. Je suis en train de vous dire la manière dont vous faites les choses n'est peut-être pas la bonne. Et ça, c'est déjà un bon début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce que l'entreprise est en soi une maladie pour la planète? La réponse est non. Par contre, nous, on a produit des entreprises parce qu'il fallait les produire. Mais le fait qu'une entreprise soit possible et le fait qu'elle soit juste, c'est deux choses tout à fait différentes. Ça, c'est la conclusion d'un rapport qui a été commandé par le gouvernement à Jean-François Lyotard en 1978 et qui est apparu en 1979 sous le nom « La condition postmoderne ». Un autre, après la modernité. Qu'est-ce que c'est que vivre dans cette époque-là? C'est plus une époque dans laquelle on peut faire toutes les entreprises. Parce que faire toutes les entreprises, ou faire tout type d'entreprise, c'est produire de la perte. Et cette perte, elle va être, comme l'a fait la Compagnie des Indes, dégagée. Elle va être reportée dans la communauté. Et on va espérer, en croisant les doigts, que la communauté puisse l'absorber. Or, à un moment donné, la communauté ne peut plus absorber la perte. La définition produire de la perte et la reporter dans la communauté en espérant qu'elle absorbe, c'est une définition macroéconomique de la crise de 2008. Les gens qui produisent de la perte en disant mais ça va absorber. À un moment donné, un monde caractérisé par la vulnérabilité ne peut plus absorber la perte. Et donc, vous déconstruisez le tissu même du lien social. Le fait qu'une entreprise soit possible est une chose, qu'elle soit juste une autre. Et là, vous avez vu que ce que je viens de faire, j'ai fait rentrer un mot assez compliqué dans les systèmes entrepreneuriaux, la notion de justesse. La notion de justesse, c'est une notion de l'éthique. Alors c'est très enquiquinant parce que l'éthique se met à pénétrer la structure capitalistique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a aujourd'hui un nouvel actionnaire de l'entreprise qui pénètre l'ensemble des décisions que l'entreprise doit prendre, et cet actionnaire, c'est la société. Et qu'est-ce qu'elle vient dire, la société? Elle vient dire, au travers de vous, il faut du sens au travail. Elle vient dire, au travers de vous, je veux pouvoir donner une réponse à mes enfants lorsqu'ils me disent, et maman, qu'est-ce que tu fais, ton job, pour enrayer le réchauffement climatique? Elle vient dire, au travers de vous, je veux faire quelque chose qui a de l'impact. Elle vient dire, au travers de votre client, moi, la sécheresse de la transaction, ça ne me convient pas. Elle vient dire, au travers de votre client, je veux qu'on m'écoute, même si j'ai rien à dire. Elle vient dire, au travers de votre client, je mérite que. Je mérite que. C'est un gros problème sur les call centers, ça. Les gens qui appellent, qui je mérite que. Ah oui, mais non, ça crée des trucs un peu bizarres. On veut être écouté, on veut parler, on veut remettre du lien. C'est la société qui vient vous dire, on a énormément de problèmes et on cherche une structure qui peut les résoudre. Je boucle ma boucle. Je crois que l'organisation humaine la plus à même de résoudre les problèmes de l'humanité, c'est l'entreprise. Je le crois parce que l'entreprise, c'est un acteur immense de la civilisation et des capacités incroyables. Si vous pensez à l'événement, pas personnel, mais
collectif qui a changé votre vie dans les 10-20 dernières années, vous allez me dire la Covid et le vaccin contre le Covid, ou l'iPhone, ou Google Maps, ça a changé ma vie. On ne demande plus aux gens. Moi, des fois, je ne sors pas juste pour demander aux gens. En fait, les gens disent, vous n'avez pas Google Maps. C'est des trucs qui ont changé notre culture, notre manière d'être ensemble, notre manière de nous parler. Les réseaux sociaux, TikTok, LinkedIn, tous ces trucs qui font qu'on ne se parle plus. Ça a changé en bien, en mal, c'est pas à moi de le dire. Par contre, ça a changé le tissu même du lien social. Et ça, c'est le travail de l'entreprise. L'entreprise, elle amène des services, des biens, mais aussi de la culture, indépendamment d'elle-même, par l'autorisation de manière dont on traite les gens dans l'entreprise, qui va éclabousser de manière perméable et se déverser à l'intérieur de la société. On a donc, nous, une obligation qui est celle de retrouver cette societas publicanorum, c'est-à-dire de réencastrer l'entreprise dans la société. Les courses en 10 minutes. En fait, ce truc m'obsède depuis une semaine. Pourquoi ? Parce que si vous avez besoin de papier toilette en 10 minutes, scénario 1, c'est trop tard. Vous ne pourrez pas ouvrir la... Enfin, scénario 2, c'est une lubie. C'est pas possible. Vous sortez, vous allez machin... Et je comprends le truc, c'est que la charge mentale est tellement épaisse que parfois, aller faire ses courses, c'est difficile. Il y a des gens qui me disent j'adore aller chez mon boucher, c'est la papote, salut, t'as quoi, c'est génial, tiens, une araignée, c'est pas un animal, non, c'est une pièce du bœuf, oh super, faut pas manger trop de viande, ah oui, j'en mange qu'une fois par semaine, très bien. Mais des fois, j'y arrive pas. Je vais au supermarché, même si je trouve que c'est nul. Ah bon, pourquoi ? J'ai pas envie de lui parler à mon boucher. Il est sympa, mais j'en peux plus. Trop de charges. Là, regarde, depuis que je t'ai parlé, j'ai reçu 150 emails auxquels je ne répondrai pas, crise de l'attention, etc. Donc, je comprends. Mais les courses en 10 minutes, quoi. Sérieusement. C'est totalement désencastré. C'est l'économie financiarisée. Totalement désencastré de la société. Donc, d'un côté, on a des acteurs extrêmement puissants de la production de services, de biens et de culture. Et de l'autre côté, vous avez une société civile qui a besoin qu'on l'aide. Le métier des entreprises doit donc être, j'emprunte cette phrase à un économiste anglais, d'identifier des problèmes de société et de leur apporter des réponses de manière profitable, tout en ne profitant pas de la création de nouveaux problèmes. Si vous avez ça, vous avez un business model qui marche super bien. Et ça veut dire aussi remettre en cause les business models très anciens. Je vous donne un exemple. Vous savez quand est-ce qu'est inventée l'assurance ? Prêt ? Encore avant. C'est au 15e, à peu près. Au 15e siècle. Et à l'époque, c'était les banquiers qui faisaient l'assurance. Et c'est un produit financier qui est inventé lors de la traversée de l'Atlantique. Enfin, c'est un produit, à l'époque, il n'était pas financier, qui est inventé lors de la traversée de l'Atlantique. Et ce que faisaient les banquiers, ils allaient dans les tavernes, les usuriers en l'occurrence, les banquiers n'existaient pas, ils allaient dans les tavernes et ils se posaient sur un espèce d'objet sur lequel ils s'asseyaient avec une bourse. Cet objet, c'était un banc. Ça s'appelait la banca. Donc le banquier. Et il disait, je cherche des types qui n'ont pas de famille, qui sont super ambitieux et qui veulent traverser l'Atlantique pour aller découvrir des trucs super. On avait des types sous qui disaient, moi, c'est super, et comment ça marche ? C'est très simple. Tu as une cargaison, il y a 1000 dedans. Ah bon, d'accord. Donc, tu me payes 1000 pour prendre la cargaison. Ah bon, d'accord. Et ça, c'est une bourse, dedans, il y a 500. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Si tu arrives de l'autre côté, tu gardes les 1000, tout va bien. Ah bon. Mais si tu coules, je te file les 500, tu n'as perdu que la moitié. Ah mais attends, ça veut dire que s'il m'arrive un pépin, je ne peux plus uniquement dire c'est la loi de Dieu. Non. Maintenant, il y a une loi humaine qui préside sur l'invention du hasard. On appelle la syndinique, la science de calcul des risques. Donc l'invention de l'assurance, ce n'est pas la réduction du risque, la couverture du risque ou la prévention. L'invention de l'assurance, c'est permettre la prise de risque. L'assurance, elle sert à faire que les gens se disent « je peux le faire », justement parce que je mets dans un pot commun qui, à un moment donné, me permet de... Et le problème, le grand problème de l'assurance, pour en parler avec des gens dans tous les bords, c'est que, vu que votre métier est très lourdement réglementé et pour une grande partie tout à fait obligatoire, avec une distribution du risque, aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'est qu'une assurance. Si vous demandez aux sociétaires, c'est quoi une assurance ? Ils vont vous dire, alors, l'assurance parfaite. Ils vous diront, c'est un truc qui n'est pas cher, qui rembourse tout de suite, et beaucoup, si on a un accident.
Ça s'appelle pas l'assurance, ça s'appelle le bolto, ça, ou le loto, ou je sais pas. C'est pas l'assurance. On est d'accord. L'assurance, c'est je mets un peu, tu mets un peu, on met tous un peu. Moi, je suis un conducteur en milieu de vie, donc en fait, mon risque il est moins grand. Les risques ils sont au début et à la fin, et c'est justement parce que je suis au milieu que je vais mettre et puis que ça me servira plus tard. Donc ça demande de la foi, de la confiance, de la construction. Et aujourd'hui, on ne raconte plus ça. Donc il y a un risque de démutualisation, de désassurantialisation, parce qu'on n'a pas raconté le métier de l'assurance. Mais pourtant, vous continuez à considérer que mais non, l'assurance, c'est comme ça, parce que c'est une erreur dans vos manières de penser. Il faut raconter l'assurance. Il faut réencastrer l'entreprise dans la société. Il y a énormément de problèmes qui attendent que vous interveniez, que vous inventiez des services, que vous allez parler aux gens, que vous trouviez des solutions profitables à des problèmes de la société civile. Réencastrer l'entreprise dans la société. Ça veut dire quoi? Si je le pose, une phrase que moi j'aime beaucoup, que j'emploie assez régulièrement, nous, dans les entreprises, on est obsédés par la fin et les moyens. On vous donne une fin, il va falloir engager une équipe, construire un pôle d'assurance sur ça, réduire le risque de machin, nanana. Et on vous donne des moyens. Je te donne un peu de sous de marketing, une équipe, un peu de confiance, des gens, du temps. Et la question que je pose systématiquement, c'est si la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifie la fin? Ça sert à quoi ce que tu fais? Pourquoi on est en train de faire ça? Dans quelle direction? Ça sert à quoi une assurance? Ça sert à quoi de se lever le matin? Ça sert à quoi les courses en 10 minutes? Et je voudrais vous donner une espèce de réponse à ce truc-là, qui est tellement importante que j'ai décidé de structurer mes séminaires à Sciences Po autour de ce sujet-là. Alors franchement, ne me demandez pas comment j'ai fait pour qu'ils me laissent enseigner ça, parce que mon séminaire à Sciences Po s'appelle... alors pardon, ça c'est la question que je voulais vous poser, mais je vous la poserai après. Mon séminaire à Sciences Po s'appelle « L'habitabilité du monde ». J'enseigne à l'école de management et d'innovation. Hein. Les autres cours, c'est Creative Tech, finance internationale, etc. Et ils viennent chez moi, l'habitabilité du monde. Et ma responsable pédagogique, qui me fait totalement confiance, m'avait dit dis-moi juste quand même que je puisse le défendre auprès de la doyenne. C'est très simple. C'est une étude politique et critique de ce qui justifie l'existence des organisations économiques. À quoi ça sert? Est-ce qu'il ne faut pas en enlever ou en modifier d'autres? L'habitabilité du monde. Donc ça, c'est ma réponse à la question. Mais si la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifie la fin? Ce qui justifie la fin, c'est de rendre le monde plus habitable. Il ne devrait y avoir aucune forme d'organisation humaine et collective qui ne rende le monde plus habitable. Aux humains, si on pense petit, et si on est un peu ambitieux, aux millions de formes de vie qui cohabitent avec nous sur la planète et sur lesquelles notre existence repose. Et donc, est-ce que les courses en 10 minutes, j'ai une obsession sur ce truc de courses en 10 minutes, je ne sais pas pourquoi, est-ce que les trucs des courses en 10 minutes, ça rend le monde plus habitable? Vraiment. Est-ce que si c'était 30 minutes ou 45 minutes, ça serait moins habitable? Est-ce que vous vous sentiriez moins là? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça rend le monde plus habitable aux types qui ont des timings et qui doivent, etc. Est-ce que ça rend les quartiers avec les dark stores plus habitables à Paris? Je ne suis pas sûr non plus. Ce qui justifie la fin, c'est l'habitabilité du monde. Il ne devrait exister aucune structure dont le but n'est de rendre le monde plus habitable. Et là, vous allez me dire, oui, d'accord, mais comment on sait si le monde il est plus ou moins habitable? On a trouvé une réponse avec mes étudiants. On essayait de traduire ce sentiment d'habitation, être là. Et il y a un moment, je vais essayer d'aller chercher ça dans votre expérience tout à fait personnelle. Il y a un moment de votre vie qui peut varier. Ça peut être, vous venez de partir en vacances, vous vous asseyez dans un train, vous regardez défiler le paysage. Ça peut être un soir, entre chien et loup, vous voyez cette l'heure bleue. Vous vous asseyez sur une chaise longue, vous attendez des amis, mais ils ne sont pas encore arrivés. Les enfants jouent loin, pas trop près. On vient de vous servir un verre de ce truc que vous adorez, un verre de rosé, votre jus d'orange préféré, je ne sais pas trop quoi. Une musique au loin, quelque chose. La température est douce, elle est parfaite. Et vous vous asseyez dans le truc et vous dites « Ah, on est bien là ». Vous voyez ce truc? Ce râle. Les Anglais, ils disent « This is nice ». This is nice. Emmanuel Macron, quand il a pris son deuxième mandat, il y a une petite vidéo de lui où il se remet au balcon de Matignon et il dit « On est bien là, on est bien. Ah, on est bien là ». Une espèce de râle de l'existence où tout votre être dit « J'habite là, ça c'est ce moment-là, je suis en train de faire ça ». Et pour que cette habitabilité du monde ait lieu, et conditions objectives, il faut qu'il y ait assez d'oxygène, la bonne température, pas de guerre, pas de soulèvement politique. Essayez de vous poser la question de savoir quel est aujourd'hui le programme de réduction des émissions de carbone de l'Afghanistan après la retraite des troupes américaines en 2021. On n'a pas. C'est pas habitable. C'est pas habitable l'Afghanistan. Comme l'Ukraine, c'est pas habitable. Et donc quand c'est pas habitable, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions.
Et ça constitue, à mon sens, l'angle mort de l'écologie. On pense qu'on va pouvoir prendre des grandes décisions écologiques parce que le monde est habitable de manière continue. Ça n'est pas le cas. Il y a aujourd'hui une crise de l'habitabilité du monde et c'est très difficile de penser, d'innover lorsqu'on est confiné chez soi pendant plusieurs fois 3 mois. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est construire des systèmes d'organisation et en particulier dans la manière par laquelle on s'interface avec nos clients pour rendre le monde plus habitable. Et je dis ça parce qu'on travaille avec les call centers et on voit des gens qui sont à bout, fatigués, qui reçoivent des gens qui sont dans des situations de précarité psychologique, de détresse, qui ont été volés ou violés en termes économiques ou matériels, et qui cherchent tout autant la réassurance que l'assurance, qui cherchent à savoir est-ce que je vais récupérer mon ordinateur ou des sous, et en même temps, vous savez quoi? Ne vous inquiétez pas, on est là, on prend le truc, on vous soutient. Situation de support, architecture du care, architecture du soin, philosophie et éthique du soin. On est là, on vous soutient, on vous supporte. Et les deux sont tout aussi importants parce que dans ces moments-là de sinistre, il y a une crise de l'habitabilité du monde. Vous vacillez, vous n'êtes plus bien là, vous vous déplacez, vous êtes encore mal là. On vous a volé un truc, ça vous a fait mal. Aucune organisation humaine ne devrait faire quelque chose qui ne participe pas à l'habitabilité du monde. Si je le dis dans les termes éthiques, aujourd'hui, les entreprises ne sont pas uniquement responsables des produits et des services qu'elles mettent en marché. Elles sont responsables du monde que ces produits et ces services autorisent. En mettant quelque chose en marché, une techno qui push des notifications, vous dites c'est OK de pusher des notifications aux gens, de m'interfacer entre eux et leurs amis pendant qu'ils parlent, parce que je pense que s'ils reçoivent la notification, ils vont être plus alertés. Et je ne vais pas investiguer ce champ-là, qui est un champ qui s'appelle l'écologie de l'attention, qui est un champ très fort sur les sursollicitations, la charge, la capacité à se concentrer, dont on est tous participants sans nous en rendre compte, sursollicités. Vous êtes responsable du monde que vous autorisez. En mettant en marché un truc, par exemple les courses en 10 minutes, vous créez, je suis obsédé par ce truc, vous créez 50 personnes sur le marché qui font les courses en 10 minutes. Et vous autorisez que ça existe. Donc vous n'êtes pas responsable que de vos produits et de vos services, mais tout ce que les gens vont en faire. Mais ça, c'est une dimension éthique, et en fait, ça marche moins bien. Donc quand on travaille avec des entreprises et qu'on essaie surtout d'utiliser des forces de levier, parce que je crois que la force, elle est là, on dit que les relais de croissance des entreprises aujourd'hui se trouvent moins dans les nouveaux produits et services qu'elles peuvent mettre en marché que dans la résolution des problèmes du monde qu'ils permettront. Trouver des problèmes de société et y apporter des réponses profitables en s'assurant de ne pas pouvoir profiter de la création de nouveaux problèmes. C'est là que sont les relais de croissance des années qui viennent dans un monde caractérisé par la vulnérabilité. Si je résume tout ce qu'on vient de dire en 4 points. D'abord, comment changer votre entreprise pour que l'esprit humain surmonte ce que l'esprit humain a fait. Il y a des inerties, parfois de culture, parfois de management, parfois de produits, parfois de services, que vous pouvez combattre. Vous les avez produits, vous pouvez les défaire. La réponse, le petit pas de côté anthropologique. Vous regardez le truc et vous dites surtout, si c'est toujours comme ça qu'on a fait, c'est qu'il y a un problème. Les évidences, ce n'est pas des points d'arrivée, c'est des points de départ. Quand quelque chose est évident, ça veut dire que quelqu'un qui est empreint d'un imaginaire donné l'a produit. Il faut que vous arriviez à vous en déprendre. Deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour mettre du sens dans vos métiers? C'est simple, il faut participer à cette vibration d'alerte qui agit le monde. Il y a des nouveaux enseignements extraordinaires sur l'ESG, sur les entreprises sociales et solidaires, sur l'entreprise à mission. Il y a des trucs fantastiques qui sont en train de se produire, sur les certifications, partout. Il y a des cours en ligne dans tous les sens. Il y a des trucs de comptabilité extra-financière. Participez à ce mouvement-là. La vibration d'alerte. Quand vous serez dedans, vous verrez, on se sent tellement bien. Troisième question, comment on fait pour garder de l'avance et de la différenciation? Il suffit de ne pas agir en anticipation, mais de ne pas agir en posticipation, mais d'agir en anticipation. Je crois que demain, vous aurez un cadeau qui doit se balader quelque part. On fait des trucs pour nous amuser chez Eranos, qui s'appelle le Future Business Review, et on vous écrit des journaux de 2030. Et on vous montre comment vous avez réussi votre travail, et que c'est vraiment super. En fait, c'est super bien parce que vous dites, puisqu'on a réussi, du coup, on peut le faire. Ça s'appelle une uchronie, une stratégie de prospective. Donc, agissez par anticipation, n'ayez pas peur, faites des tests. Il faut qu'on essaye des trucs parce que personne n'a la solution. Et enfin, comment réengager les équipes en remettant de la fierté pour participer à quoi? À l'habitabilité du monde. Ça devrait être votre KPI. On travaille parfois avec des foncières. C'est là où le truc est le plus difficile, qui ont bâti des lieux qui sont des logements inhabitables dans lesquels les gens vont mourir. Et on travaille avec eux sur ces trucs-là. Qu'est-ce qui fait que les gens se sentent bien dans vos métiers? Voilà.
Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire. Et vous avez probablement remarqué un truc, si vous avez été attentif, moi je suis un fils de prof, même si aujourd'hui je fais du conseil, qui s'appelle les syllabus cachés. Vous savez ce que c'est un syllabus caché? Un syllabus caché, c'est un truc qu'on enseigne sans le dire. Et donc là, j'ai passé une idée, alors que j'en ai pas parlé. Hidden curricula, ils disent aux États-Unis. Vous avez vu toutes les citations que j'ai utilisées, que j'ai mobilisées? Il y a un lien commun dans toutes les personnes que j'ai mobilisées, c'est que des mecs. Il n'y a pas une femme. Pourquoi il n'y a pas une femme? Il n'y a pas une femme parce que ce qu'on vient de voir, c'est l'histoire des emmerdes du monde. Donc c'est pas étonnant qu'il n'y ait que des hommes. L'histoire des emmerdes du monde. Heureusement, il se passe des trucs vraiment fantastiques dans un champ dans lequel je serais bien mal barré de donner un homme, qui s'appelle l'éthique du soin, éthique du care, où vous allez trouver Carol Gilligan, Cynthia, absolument, j'ai dit en email avec elle ce matin, Cynthia, si tu nous regardes, Cynthia Fleury, absolument exceptionnelle, professeur au CNAM, Joan Tronto, aux États-Unis, qui fait un travail formidable, Judith Butler, bien évidemment. Tout un champ, bien évidemment, étrangement, beaucoup de femmes, tout un champ qui travaille sur la philosophie du soin, l'éthique du care. Donc si vous me dites, oui, mais moi, dans ma vie quotidienne, comment je traduis cette habitabilité du monde? Je vous donne un tout petit passage d'un tout petit bouquin qui est le discours que Judith Butler a prononcé lors de la remise du prix Théodore Adorno. Et elle se pose une question, elle se dit, mais qu'est-ce que la vie bonne? Qu'est-ce que la vie bonne? Est-ce que c'est avoir des sous? Est-ce que c'est avoir des enfants? Est-ce que c'est bien vivre, etc. Elle dit non. La vie bonne, c'est une vie qui doit être vécue avec les autres. Et elle dit un truc très beau, une vie qui ne serait pas une vie sans les autres. Une vie qui ne serait pas une vie sans les autres. Aujourd'hui, nous avons construit un mode de relation à l'altérité qui est un mode sec, froid et transactionnel. Nous ne voulons pas entrer en relation avec les uns les autres parce que nous vivons dans un monde faillitaire, de crématistique, et lorsque nous entrons en relation avec quelque chose qui est faillitaire, on risque de s'effondrer avec lui. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est lorsque vous voyez un miséreux dans le métro, vous faites quelque chose que je fais aussi, vous détournez le regard. Parce que si vous le regardez dans les yeux, vous commisérez. Vous n'avez pas le temps parce que vous allez au restaurant avec vos amis. Vous ne pouvez pas rentrer dans cette dynamique-là. Donc vous évitez son regard. Pourquoi? Parce que quand un visage apparaît, vous répondez de lui. On répond des visages qu'on voit. C'est Manuel Lévinas qui écrit ça. Un visage apparaît, je réponds de lui. Il ne faut pas avoir le visage des miséreux parce qu'on répond d'eux sinon. Et on est obligé de les recueillir, de les accueillir, de les aider. Et ça ne fonctionne pas avec le plan parce qu'on va boire des coups. Ça ne marche pas. Et donc il faut qu'on arrive à jouer avec ce truc-là. Une vie qui ne serait pas une vie sans les autres. C'est une vie dans laquelle on reconnaît la codépendance. On est codépendants les uns avec les autres. On ne s'occupe pas bien de ce qu'on ne connaît pas bien. Et nous nous sommes privés des moyens de connaître le monde, justement parce que notre monde est faillitaire. Ça va nous demander énormément de courage, parce qu'il va falloir qu'on se mette en avant, en marche, pour remettre les mains dans un monde qui est cassé, co-dépendre de lui, commisérer et pouvoir l'aider à se rafistoler, se régénérer, se reconstruire, etc. Co-dépendre. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça à vous? Parce que depuis 17 ans, une grande partie des très très grands problèmes de société, je les ai vus résoudre par des gens qui venaient des entreprises, avec des mentalités des entreprises. Parce que les entreprises, dans le fond, c'est une chose. C'est des industries de la vie. Vous ne faites pas des produits assurantiels, vous ne faites pas de l'actuariat, et vous ne faites pas du calcul du risque. Tout ça, c'est des inventions humaines. Vous êtes une industrie qui manufacture de la vie ensemble. Vous permettez qu'un risque soit pris. Vous recueillez quelqu'un qui a eu un accident. Vous lui assurez que ses frais seront pris en charge et que sa vie pourra continuer. Vous recueillez les gens qui sont dans des situations sinistrées, de précarité psychologique. Entre vous, vous construisez de la culture. Vous choisissez par les technologies que vous adoptez et celles que vous refusez, quelles seront les technologies de demain. Vous êtes une industrie qui produit de la vie. Vous avez donc déjà la réponse à une question que je vous pose en vous laissant. Si l'entreprise amène quelque chose à la table du monde, est-ce qu'elle amène quelque chose de bon? Merci beaucoup. Merci Mickaël. Mickaël, il
il va braver 2 fois l'interdit. Il a été une fois dans le train quand il y avait les grèves, puis il va devoir repartir. Du coup, le temps est un peu compté. Je me fais gardien du temps. Merci beaucoup parce que moi, j'ai décollé. Je vous parlais égoïstement de ce que j'ai ressenti, mais je ne peux pas parler de ce que vous avez ressenti. Moi, tu m'as fait décoller. J'ai même envie de dire, il y a un film, là, si j'étais bien, je me mettrais assis, j'enlèverais mes chaussures, je mettrais quasiment les pieds dans la piscine et je dirais, on n'est pas bien là, à la fraîche. Voilà, moi c'est un peu ça. Merci de nous avoir fait décoller. Merci beaucoup pour ce témoignage. On a quand même quelques minutes, si vous avez quelques questions. On va profiter des quelques minutes qui nous restent. On a des micros, je vais vous donner des micros si quelqu'un veut poser une question. Est-ce que quelqu'un veut saisir cette opportunité de pouvoir échanger, de pouvoir poser une question, un complément, quelque chose? Je vous dis comment ça marche. Vous n'avez pas posé de question, vous allez attendre que quelqu'un vous pose la question, ensuite quelqu'un posera la question, ensuite on dira qu'on n'a pas le temps, donc vous ne pourrez pas poser votre question, ensuite vous m'attraperez là-bas et vous me poserez la question. Donc c'est toujours la première qui est la plus difficile, mais allez-y parce que j'ai trop parlé, voilà. Ouais. Alors, tout d'abord, merci pour cette passionnante conférence. Moi, je me pose juste une question. Vous abordez le sujet sous l'angle de l'entreprise, jamais sous l'angle de l'État qui produit la réglementation. Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a une imprécision lorsque j'ai dit que les grandes innovations sociétales, elles étaient produites par l'État, par l'entreprise, pardon. Si on prend l'exemple de l'iPhone, du GPS, de Google Maps, c'est des énormes investissements d'origine publique qui en fait sont traduits après, transformés dans les 20 derniers mètres par des entreprises qui se l'approprient, mais en fait, voilà, le GPS, c'est une invention, l'Internet, c'est une invention d'État, le GPS, c'est une invention d'État, etc., etc. Bon. Pour répondre à votre question, je vous renverrai aux travaux d'une femme que j'ai citée tout à l'heure, qui s'appelle Mariana Mazzucato, que j'aime énormément, qui travaille sur Mission State Oriented. Et en fait, on se sent par aujourd'hui des entreprises parce qu'elles ont réussi à nous raconter des histoires qui nous embarquent, et on se sent de manière malheureusement beaucoup plus faible par de l'État. Si je vous demande qu'est-ce que c'est que l'imaginaire de l'entreprise, vous allez me dire Mark Zuckerberg, machin, l'État, c'est Kafka, ça c'est loin de nous, c'est distant. La réalité, c'est qu'on est tous des actionnaires de l'État. Les impôts, c'est la participation à l'État, et on a tous la capacité, comme si on était des sociétaires de l'État, avec une ligne qui est une ligne où on est représenté, on a le droit de voter, de monter, de nous auto-représenter et d'être élu. Donc en fait, il y a une fonction mutualiste à l'intérieur de l'État. Mais c'est tellement mal raconté qu'aujourd'hui, il est vécu comme étant coercitif. Et moi, ce que j'espère, c'est que la réapparition de l'État dans la vie quotidienne depuis l'allocution de notre Premier ministre Philippe du 16 mars, dont on a parlé tout à l'heure, c'est de recomprendre que ce n'est pas une machine qui tourne par le dessous, mais qu'elle est vraiment structurelle. Mais il y a un désamour et un désaveu de la part des votants pour l'État qui, aujourd'hui, vient des deux côtés. Les sociologues du politique vous diront il n'y a pas d'engagement citoyen. Moi, je connais des gens fantastiques qui s'engagent très fort et ils sont vraiment isolés. C'est très, très dur. Donc, je le mets sous l'angle de l'entreprise parce que l'entreprise a une capacité de levier immense, non coercitif, par l'inspiration, par l'histoire, par le storytelling, par le marketing, que l'État aujourd'hui n'a pas. Voilà. Après, si les deux ne travaillent pas main dans la main, il n'y aura rien. Et je crois d'ailleurs que c'est la réglementation. Je pense notamment à ce qu'est en train de faire le CFRS avec l'International Sustainability Standard Board pour mettre en place la comptabilité extra-financière qui va obliger les entreprises à repenser leurs externalités. Donc, il y a un main dans la main entre la réglementation et l'innovation. Mais dans des sociétés, disons, très libérales, on a tendance à croire que la réglementation est un ralentisseur de l'innovation, alors qu'en fait, c'est un générateur d'innovation. Elle produit des obstacles, et l'intelligence entrepreneuriale, c'est d'arriver à être orienté vers le futur et à le contourner en trouvant des nouveaux modèles. Donc, je crois en les deux. On avait passé le plus dur, on a trouvé la première question, et du coup, ça va partir maintenant. Ouais. J'avais une question sur le vibrateur d'alerte, en fait. Qui l'incarne, en fait, en entreprise? Parce qu'on n'est pas tout à fait des termites, et en même temps, le travailler en groupe est hyper compliqué. Ouais. Donc, qui peut incarner ça au sein d'une entreprise? Comme chez les termites, tout le monde. Ah là, pour le coup, moi, très sincèrement, si les termites y arrivent, je pense qu'on doit pouvoir le faire. Mais souvenez-vous, les termites, c'est une espèce beaucoup plus vieille, beaucoup plus noble que nous. Nous, on est très très jeunes par rapport à eux. Mais comme chez les termites, c'est tout le monde. Souvent, on dit oui, mais c'est parce qu'on n'a pas un leader charismatique. La direction générale et la vision ne sont pas assez bien posées. Notre plan d'entreprise, il nous contraint. On a des coupes budgétaires, etc. Mais la réalité, c'est que quand
si je m'assois parmi vous et qu'on fait des entretiens semi-directifs pendant 1h30, c'est mon métier, et que je fais un rapport à qui que ce soit qui l'a commandité, il va dire, mais qui sont ces gens ? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous parler de ces trucs incroyables, de leurs rêves, de leurs machins ? C'est parce que moi, dans ma fonction, vous allez me le raconter. Mais la structure de l'entreprise ne vous permet pas de le faire. Parce que vous réprimez, parce que vous considérez, dans un vieux partie reptilienne de votre cerveau, que le milieu du travail, il n'est pas fongible avec le milieu personnel, que ce que vous faites ici, c'est décorrélé et désencastré de votre vie sociale, et que c'est pas vos attentes, et que votre manager n'attend pas de vous ça, etc., etc. Donc vous allez arriver au bureau, vous allez voir une tâche qu'on vous demande de faire, vous allez penser, c'est une tâche à la con, elle est asservissante, elle est stupide, si je le dis à mes enfants, ils vont avoir honte de moi, et vous allez la faire quand même. Moi, ce que je vous dis, je vous êtes peut-être pas là, mais c'est d'aller voir n'importe qui, votre RRH, votre N+1, de vous asseoir et de vous dire, donc voilà la tâche que tu m'as donnée, c'est une tâche à la con. C'est pas moi qui dis ça, c'est David Graeber, vous dites. C'est un anthropologue écossais qui travaille sur la question du travail dans le capitalisme. Vous dites, c'est pas vous. Hein. C'est un job à la con, c'est David Graeber, vous citez. C'est un truc intello. C'est un job à la con. Mon enfant va avoir honte si je le fais. Est-ce qu'on peut pas trouver une solution ? Tout le monde doit produire cette vibration d'alerte. Ça doit vibrer partout. Donc en fait, il n'y a pas de responsable. C'est un travail de collectivité. Alors Michael, il est passionné, puis il est généreux. Et du coup, moi, je vais faire juste mon timekeeper. Il est 19h30. C'est toi qui nous dis quand il faut que tu nous quittes, parce que c'est toi qui connais ton horaire de train. Non, moi, je connais rien. Si on a encore d'autres questions, eh ben, écoutez, profitez-en. Et c'est toi qui nous diras le signal de fin, la vibration de dire... Là, je suis très bien avec vous, mais il faut quand même que je pense à moi, que je rentre. Premièrement, la raison pour laquelle je pars, c'est à cause de responsabilité entrepreneuriale. Parce que moi, j'ai une boîte avec des gens qui sont formidables et on a notre séminaire d'entreprise demain matin et j'ai un train à 6h demain matin de Paris pour aller au truc du séminaire et je leur dois d'y aller parce qu'il faut que je sois exemplaire. Sinon, je serais resté avec vous parce que les activités que vous allez faire après, je vous assure que je les aurais ratées pour rien d'autre que pour ma responsabilité entrepreneuriale. Une chose, peut-être toute dernière. Henri a eu l'outrecuidance, le culot de me demander si j'avais des trucs à exposer ou à montrer. Le framework là, de pensée que je vous ai construit, c'est 17 ans de travail de sociaux. Si vous allez sur le site d'Eranos, vous verrez comment on travaille avec nos clients, qu'est-ce qu'on fait. Il y a plein de cas, des cas business. Quoi. Moi, je fais du business opérationnel. Mais en même temps, j'ai mélangé des trucs qui viennent de mes enseignements à Sciences Po, où on a la possibilité de faire des trucs un petit peu plus en amont de phase. Et il se trouve que dans mon enseignement, qui s'appelle donc l'habitabilité du monde, que je suis en train de traduire en bouquin avec les gens de chez Actes Sud, j'ai réalisé pendant une séance de l'année dernière que l'une de mes étudiantes prenait ses notes pendant mon cours à l'aquarelle. Et c'était véritablement très beau. Et quand on travaillait sur ce truc-là, j'ai dit, il y a peut-être des aquarelles du cahier de Noéline, et peut-être que vous pouvez en faire un truc. Et donc, je ne sais pas s'ils vont les voir demain, c'est ça ? Vous allez les voir demain. C'est prévu, patron. Il y a 12 panneaux de 120 par 80 dans lesquels vous allez trouver des extraits du bouquin que vous ne pourrez pas acheter, donc très sincèrement, je n'ai rien à vendre, parce qu'il n'existe pas encore. Et à côté, par contre, des aquarelles qui ont été dessinées en live pendant notre cours à Sciences Po avec Noéline. C'est fantastique, parce qu'elle comprend les trucs en temps réel, elle met des couleurs, etc. Et moi, j'ai été obligé, commis, en voyant ce travail-là, à répondre à Noéline en insérant le travail de mes étudiants dans l'écriture du bouquin. De sorte que ce bouquin est une conversation entre les gens que je vous ai présentés là, entre Cynthia, entre John Tronto, etc., et puis entre mes étudiants. Donc moi, je n'ai pas la chance de l'avoir et je suis vraiment déçu. Donc envoyez-moi plein de photos. Mais par contre, l'aventure et la question sur l'habitabilité du monde continue avec, et c'est ça la chose la plus importante, des modes de pensée qui, moi, me rassérénent parce qu'ils nous montrent que, de manière invisible à nos yeux, les cerveaux de la génération qui nous suivent sont déjà prêts pour faire le travail qu'on devrait faire. Donc si vous envoyez un petit mot à Noéline, en plus, je pense que ça le fera plaisir. Voilà, je pense que tout ça, c'est comme ça. Écoutez, je vous propose de remercier Michael. Merci beaucoup. Pour ça, il n'y a pas mieux que les applaudissements.